Elle a publié ce putain de selfie à 9h12 du matin. Je le sais parce que mon neveu, debout pieds nus sur la terrasse derrière moi, a crié « Tonton, il faut que tu vois ça ». Tenant toujours ma cuillère de céréales, je me suis retourné, sécateur en main, et j'ai vu son visage, moitié dégoûté, moitié stupéfait. Il tenait son téléphone à bout de bras comme s'il était radioactif. « C'est elle », a-t-il ajouté. « Ta femme. » J'ai pris le téléphone. Elle était là, ma femme depuis 11 ans, assise dans un lit, cheveux mouillés, épaules nues, le torse poilu d'un type partiellement visible dans le miroir derrière elle. La légende, un seul mot, promotion, sans même un signe de ponctuation. Comme si la grammaire ne méritait pas non plus son temps. Les draps n'étaient pas les nôtres. La chambre n'était pas la nôtre. Et le sourire suffisant sur son visage n'était certainement pas un que je reconnaissais comme m'étant destiné. C'était un de ces sourires que les femmes affichent quand elles se sont déjà convaincues d'être la victime d'une histoire qu'elles ont écrite elles-mêmes. Le genre de regard qui dit « j'ai tellement souffert », tout en incendiant activement le terrain derrière elle. J'ai fixé l'image quelques secondes de plus. Mon neveu s'est agité maladroitement, marmonnant quelque chose à propos de rentrer à l'intérieur. Je lui ai rendu le téléphone sans un mot, et j'ai longé les rosiers, franchi la porte arrière, descendu le couloir tapissé de photos de famille qu'elle insistait pour garder, même après avoir cessé de reconnaître que j'y figurais. Dans le bureau, derrière le vieux secrétaire à cylindre, il y a un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis près d'1 an. Il coince un peu quand il fait humide, mais je savais comment le faire glisser sur le côté, puis le soulever. À l'intérieur, un dossier bleu, sans étiquette pour tout le monde sauf moi. Son vrai nom était écrit à l'intérieur en gras au charpie. Contingence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas ressenti grand-chose. Mais quelque chose de vieux et de lourd en moi s'est enfin redressé. Voici le truc. Si vous lisez encore ceci, vous faites probablement partie des 90% qui n'ont pas encore cliqué sur ce bouton d'abonnement. Ça ne prend qu'une seconde, mais pour nous, moi et la petite équipe qui aide à donner vie à ces histoires vraies, cela représente tout pour nous. Vraiment, ce petit clic nous dit que quelqu'un, quelque part, apprécie encore une vengeance calme et stratégique, servie glacée, et cela nous permet de continuer. Alors, merci d'y penser. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai sorti le dossier, l'ai posé à plat sur le bureau et l'ai ouvert à la première page. Une copie d'un accord de transfert de propriété signé il y a 7 mois par elle, son père et moi. Moi étant le bénéficiaire nominal officiel, selon leurs termes. Je me souviens qu'elle avait gloussé en le signant. Ce ne sont que des papiers, n'est-ce pas, avait-elle dit, balançant ses cheveux comme si le stylo était un jouet. Bien sûr, avais-je répondu. À côté de ce document se trouvait une déclaration sous serment notarié que j'avais préparée mais jamais déposée. Jusqu'à maintenant. Elle ne nécessitait qu'une seule condition, une séparation de corps. Pas un divorce, pas une infidélité, juste une séparation légale, que, depuis 15 minutes, j'avais déjà imprimé et était prêt à soumettre dès lundi matin. La légende de son selfie était promotion. Ma réponse sous la publication, confirmée. Public, simple, sans hashtag, sans emoji, mais le message est passé. En 10 minutes, sa sœur m'a envoyé un texto. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éteint mon téléphone et passé le reste de la matinée à faire ce que je fais chaque samedi, sauf que cette fois, j'ai taillé les haies plus courts, beaucoup plus courts. J'ai retiré les branches mortes jusqu'à ce que seul le squelette des arbustes soit visible. Je voulais que tout autour de la maison reflète la clarté que je ressentais à l'intérieur. Parce que voici la partie qu'elle a oubliée. On n'humilie pas un homme qui lit chaque clause avant de signer. On ne se moque pas du type à qui on a demandé de détenir le titre de propriété pendant quelques mois juste pour aider son père à éviter un procès. Et on ne publie certainement pas un selfie dans le lit d'un autre homme quand la maison sur laquelle on m'emporte encore son nom à l'encre noire légale. Elle l'avait rendu public. J'allais le rendre permanent. Son père se servit un 3e verre de ce vin rouge hors de prix qu'il faisait toujours semblant d'apprécier. Un Bordeaux qu'il ne pouvait pas prononcer mais qu'il prétendait avoir acquis par un ami à Genève. C'est ça. Genève, Ohio, peut-être. J'étais assis au bout de leur longue table en chêne, la même place que j'occupais chaque vendredi soir depuis 10 ans. Sa chaise à côté de la mienne était vide. Bien sûr, elle était probablement encore blottie contre sa promotion, sirotant un verre de quelque chose de bon marché et appelant ça l'indépendance. Son cousin Dal,
celui qui avait essayé de me vendre du minage de crypto-monnaie en 2019, me donna un coup de coude avec un sourire narquois. Alors, dure matinée, hein. Puis il gloussa et fit passer son téléphone autour de la table. La voilà de nouveau. Cette photo, ce putain de sourire suffisant, comme si nous étions tous dans la confidence. Sa tante me regarda par-dessus sa fourchette à salade. Eh bien, je suppose qu'elle passe à autre chose, dit-elle avec ce ton mi-compatissant, mi-gourmand qu'ils avaient tous perfectionné au fil des ans. Le genre de voix qui dit, pauvre de toi, mais qui veut vraiment dire, je te l'avais bien dit. Je posai lentement ma serviette, regardai autour de moi, les voyant tous, le vin tournoyant, les sourires narquois, le frisson silencieux d'une trahison publique leur donnant juste assez d'oxygène pour se sentir important. Elle a déjà signé, dis-je en prenant une petite gorgée d'eau. Son père plissa les yeux, s'arrêtant au milieu de sa mastication. Signé quoi? Je souris. Vous verrez. Silence. Le genre de silence qui ne ressemble pas à une absence. Il ressemble à la suspicion qui plante ses premières racines. Sa mère cligna des yeux 2 fois. Le sourire de Dalle s'estompa légèrement. Personne à cette table ne se souvenait de ce que je me rappelais, ou il faisait semblant de ne pas s'en souvenir. 6 mois plus tôt, son père m'avait convoqué dans son bureau, qu'il appelait la « salle de guerre », même s'il abritait surtout des trophées de golf et des factures de fournisseurs impayés. Il était dans le pétrin. Une vieille propriété dans les Berkshires qu'il avait achetée via une société écran était maintenant menacée par un procès imminent d'un ancien partenaire. Il avait besoin de transférer la propriété temporairement, jusqu'à ce que le litige se calme. On a juste besoin d'un nom propre, avait-il dit. Quelqu'un qui n'est pas directement traçable à l'entreprise, quelqu'un de la famille. J'ai posé des questions. Bien sûr que je l'ai fait. Je pose toujours des questions, mais je n'ai pas objecté. Pas à voix haute. Il m'a tendu un projet de contrat. Il a dit que leurs avocats en immobilier avaient déjà tout préparé. Tu seras le bénéficiaire nominal, a-t-il expliqué. Signe juste ici. Tu ne la possèdes pas vraiment. C'est juste pour les apparences. J'ai dit que j'allais y réfléchir, mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais demandé à mon propre avocat de l'examiner le lendemain matin. Ensemble, nous avons ajouté une ligne, à peine un demi-paragraphe, glissé vers le bas, là où le baratin juridique commençait à devenir flou. Elle disait, en cas de séparation de corps ou de dissolution du mariage entre nom de l'épouse et moi, la pleine propriété effective revient au titulaire du titre avec effet immédiat, renonçant à toute contestation par des entités familiales tierces. Et elle l'a signé avec une blague, un rire. Elle a même fait un commentaire du genre, eh bien, je ne divorce pas encore de lui. Ah. Son père ne l'a pas lu. Ou peut-être l'a-t-il fait, mais il était trop arrogant pour s'en soucier. Quoi qu'il en soit, l'encre a séché. Maintenant, 6 mois plus tard, il se passe sa trahison comme des hors-d'œuvre, pensant avoir gagné quelque chose. Ils ne savent pas qu'ils m'ont tendu le couteau. Ils ne savent pas que j'ai déjà commencé à couper. Son frère, celui qui a dit un jour que j'étais, le personnel avec une bague, versa plus de vin et marmonna, alors, quelle est la suite pour toi, mec? Je souris de nouveau. Je vais probablement monter au chalet du lac ce week-end, juste pour prendre l'air. La table se tut un peu. Le chalet du lac était à eux. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin d'argumenter. La vérité était déjà signée, attestée et déposée. Ils n'avaient juste pas encore ouvert le bon tiroir. Mais lundi arrivait, et le dossier était prêt. C'est arrivé un jeudi, en fin d'après-midi. Le genre de lumière grise et délavée qui fait que même les bonnes décisions ressemblent à des accidents. L'avocat de son père était celui qui avait suggéré la structure de la fiducie. Il ressemblait à quelqu'un qui avait fait une surdose de golf et une sous-dose d'éthique. Vous connaissez le type, bouton de manchette avec initiale, fausse préoccupation dans la voix, et le genre de sourire qui disparaît une fois l'encre sèche. Ils ont appelé ça une « structure de protection » pour isoler le domaine d'un procès civil en cours lié à l'acquisition par son père d'une parcelle voisine. Ce procès n'était pas encore de notoriété publique, juste une autre de ces gaffes de coulisses. Leur nom de famille ne pouvait pas figurer directement sur l'acte de propriété pendant que les choses mijotaient, alors ils avaient besoin d'un prête-nom, d'un arrangement temporaire. L'avocat a dit, 6 mois maximum. Vous seriez simplement le bénéficiaire nominal. Le titre est à vous sur le papier, mais tout le reste inchangé.
Je me souviens d'être assis là, à écouter, sirotant un café de salle de conférence bon marché pendant qu'il parlait de millions de dollars comme s'il s'agissait d'un plat à gratin que quelqu'un avait oublié dans le four. Son père s'est penché en avant. Tu es de la famille. On te fait confiance. Ce serait d'une grande aide. Drôle, venant d'un homme qui avait un jour qualifié mon entreprise de paysagisme de « service de corvée glorifié ». Mais j'ai hoché la tête lentement, silencieusement, parce que je savais déjà comment cela se terminerait. Voyez-vous, quand des gens comme lui demandent des faveurs, ils supposent que vous êtes trop stupide pour voir les ficelles. Ils sous-estiment le silence. Ils pensent que la dignité est ce que vous portez au tribunal, pas ce que vous planifiez à huis clos. Alors, je n'ai pas demandé de changement. Je n'ai pas négocié. J'ai joué l'idiot. C'est incroyable à quel point les gens deviennent coopératifs quand ils pensent être les seuls à détenir la carte. Nous étions assis dans une pièce de la taille d'une cuisine de banlieue. Juste moi, elle, son père et leur avocat. 2 stylos, une pile de papier et 3 signatures. Et niché près du bas de la page 7, enfoui entre du jargon juridique sur l'indemnisation et les fenêtres d'expiration des clauses opérationnelles, se trouvait un petit ajout que j'avais personnellement inclus. En cas de séparation de corps ou de dissolution du mariage entre nom de l'épouse et moi, la pleine propriété effective revient au titulaire du titre avec effet immédiat, renonçant à toute réclamation de transfert d'intérêts bénéficiaires par relation familiale ou conjugale. Personne ne l'a remis en question. Elle a même gloussé en signant, du genre, comme si on allait divorcer. Mignon. Son écriture était rapide et en boucle. C'était toujours le cas quand elle était dédaigneuse. Je pouvais la voir déjà se déconnecter mentalement, faisant défiler à moitié son téléphone, impatiente de retourner à son club de dégustation de vin ou à n'importe quel podcast qui lui disait qu'elle méritait mieux qu'un homme qui réparait son propre toit. J'ai juste hoché la tête. Un lent hochement de tête, comme si j'étais d'accord avec sa blague, mais ce n'était pas le cas. Je marquais le moment. Vous savez, certains hommes laissent des miettes de pain. Moi, je pose des mines. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, elle était déjà au lit quand j'ai glissé la 2e copie signée dans le coffre-fort derrière le panneau de la chaudière au sous-sol. Le bon coffre-fort, celui qui est ignifugé, juste à côté de la déclaration sous serment de contingence que j'avais fait notarier des mois plus tôt et jamais déposée, parce qu'il y a des parties d'un plan qu'on ne déclenche pas tant que le moment choisi ne le rend pas douloureux. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à ce dossier quand j'étais en bas pour changer les filtres ou empiler des provisions. Il ne me narguait pas. Il ne criait pas pour attirer l'attention. Il était juste là, attendant, comme tout bon levier le fait, parce que les gens comme elle et son père et leur petite clique imbibée de vin ne croient jamais que leurs propres signatures peuvent les trahir. Ils pensent que la trahison est bruyante, évidente, publique. Mais la trahison est généralement silencieuse. Elle est légale. Elle est déposée au bureau de l'enregistrement du comté pendant les heures de bureau normales. Et dans ce cas, elle était entre mes mains, notariée, tamponnée, déjà faite. Elle avait souri avec suffisance dans le lit de quelqu'un d'autre. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait déjà cédé les clés du mien. Lundi matin, 8h14, je me suis garé entre une Subaru rouillée et un camion de paysagiste dont le haillon de la remorque pendait à moitié ouvert. Le bureau de l'enregistrement du comté partage une galerie commerciale avec un magasin de beignets fermé et un chiropracteur qui annonce des consultations sans rendez-vous et un réalignement énergétique. Le genre d'endroit où des papiers valant des milliards de dollars vivent dans des tiroirs qui sentent encore le toner et le désinfectant pour les mains. Je m'étais habillé simplement, bottes usées, flanelle, coupe-vent. Juste un autre type qui s'occupe de paperasse. L'enveloppe Kraft que je portais était déjà préétiquetée. Pas de dossier, pas de mallette, pas de drame, juste des signatures, des vrais. À l'intérieur, une employée d'âge moyen, un œil sur son café et l'autre sur une imprimante lente, m'a fait signe de me diriger vers le guichet 3. Je me suis avancé et j'ai fait glisser les documents. Bonjour, dis-je. Mise à jour d'un acte de propriété. Elle les a parcourus. Ennuyée mais efficace. 2 pièces d'identité. Une copie certifiée de la séparation notariée déposée exactement 20 minutes plus tôt dans le bâtiment d'un accent grave côté. Un acte de propriété mis à jour montrant le transfert de la propriété effective. Elle a passé son surligneur le long de la marge supérieure de la structure de la fiducie. Changement de fiduciaire, demanda-t-elle en levant les yeux. Clause 12, dis-je. Elle n'a pas scié, a juste hoché la tête. Tamponné, signé, scanné. L'écho de ce tampon mécanique, c'était le seul bruit qui comptait.
Effectif immédiatement, a-t-elle dit. Merci. C'était fait. Pas de costume, pas de drame au tribunal, pas de cris, pas d'équipe de tournage à l'extérieur, juste une pièce calme au mur beige et 6 personnes qui ne connaîtront jamais la profondeur de ce qui venait de passer à travers cette vitre. Je suis retourné sur le parking et j'ai laissé le soleil frapper mon visage pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années. Une sensation étrange. Pas exactement la liberté, pas le soulagement, juste la finalité. Comme le moment juste après avoir jeté l'allumette et avant que le feu n'atteigne les rideaux. Ce ne sont pas encore des flammes, mais ça le deviendra. À midi, le domaine de 4,3 millions de dollars au bord du lac, 4 chambres, toit en cèdre, quai pour les invités, installation solaire complète était à moi. Entièrement, légalement, irrévocablement. C'était écrit noir sur blanc, là, dans la base de données numérique du comté, à côté d'une entrée horodatée et de mon nom complet en gras. Pas caché dans une fiducie, pas partie d'une holding d'écran, juste à moi. Elle ne le savait pas encore. Ni son père, ni Dal, ni personne dans ce cercle insupportable de dîner mondain dans lequel il flottait. Pour autant qu'il sache, j'étais toujours l'idiot en bottes qui venait tailler ses propres et conduisait un camion de 2008 avec un haillon cabossé. Bien. C'est ce qui faisait que ça marchait. Je suis rentré vers 13h30. La maison était vide. Elle n'y était pas venue depuis le week-end. Probablement encore en train de se remettre de son mic drop numérique. Je n'ai pas touché à ses affaires. Je n'ai pas pris la peine d'aller dans la chambre principale. Je suis allé directement au routeur, j'ai tapé le mot de passe administrateur. C'était toujours L0V3 Always 2020. Le sien, évidemment. J'ai changé le nom du Wi-Fi en « Confirmé ». J'ai défini le nouveau mot de passe sur « Close 12 ». Je suis resté là un instant de plus, regardant les lumières clignotantes du routeur. Une tempête approchait. Du genre juridique. Le genre où les gens commencent à vérifier leurs messages plus attentivement. Commencent à relire des choses qu'ils ont signées en étant distraits. Commencent à chuchoter entre eux comme si la paperasse pouvait les entendre. Mais ça n'aurait pas d'importance. La signature était réelle. La clause était réelle. Et maintenant la maison, le lac, la terre, le quai, même ce putain de jacuzzi dont son père se vantait autrefois d'avoir été importé de Suède, tout était à moi. Elle avait posté un selfie dans le lit de quelqu'un d'autre. J'ai enregistré un acte de propriété au bureau du cadastre. Voyons lequel des deux résonnera le plus longtemps. Mardi soir, 18h42 précise. Je suis entré dans leur vaste maison coloniale comme je l'avais toujours fait. La même bougie au jasmin écœurante brûlait à l'entrée. Les mêmes portraits encadrés d'argent sur le mur, remise de diplômes, mariage, collecte de fonds qu'ils organisaient pour des causes sur lesquelles ils ne s'étaient jamais vraiment renseignés. Tout dans cette maison criait « Nous comptons ». Même le tapis de passage dans l'escalier, trop moelleux pour être confortable, juste assez cher pour suggérer le goût sans en avoir. Tout le monde était déjà réuni dans la salle à manger, trinquant, faisant semblant que ce n'était qu'un autre dîner de famille et non une urgence à part entière déguisée en canard à l'orange. Son père était assis en bout de table, faisant tourner son vin avec ce genre d'anxiété aux lèvres pincées qui ne vient qu'après un type très spécifique de mauvais email. J'ai salué le groupe d'un signe de tête, tendu mon manteau à la gouvernante, qui me souriait toujours plus longtemps que nécessaire, et j'ai pris la même place que d'habitude. La troisième en partant du bout, près de la fenêtre, la place où j'étais autorisé à m'asseoir. Pas le bout, pas le milieu, pas sur leur photo d'opération de communication, juste là. L'homme en arrière-plan. Sa mère, toujours en hôtesse parfaite, pencha la tête et offrit un mince sourire. « Eh bien, dit-elle, je suppose que nous pouvons nous passer des banalités. Nous avons tous vu la publication. » Il y eut des ricanements. Même son frère laissa échapper un petit souffle par le nez. Son père s'éclaircit la gorge, posant son téléphone face contre la nappe en lin. « Soyons juste des adultes, dit-il. Pas besoin de laisser un drame des réseaux sociaux dégénérer en chaos. » Dal, le cousin aux arnaques d'investissement et à l'appartement qu'il prétend posséder, sourit. Franchement, j'ai trouvé ça drôle. Vachard, mais drôle. J'ai regardé autour de la table. Drôle, ai-je répété. Bien sûr. À ce propos. J'ai sorti de ma veste une petite pile d'enveloppes Kraft, une pour chacun d'eux. Je les ai étalées comme des cartes à jouer. Qu'est-ce que c'est ? Demanda son père. Des éclaircissements, dis-je.
Puisque vous aimez tous le mot. Ils hésitèrent. Sa cousine Chelsea, celle avec le diplôme en communication dont elle se vante encore, ouvrit la sienne la première, sortit le papier, commença à lire, puis s'arrêta. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Dal se pencha par-dessus son épaule et lut à voix haute, lentement, butant sur le phrasé juridique comme si c'était une langue étrangère. En cas de séparation de corps ou de dissolution du mariage entre son nom et mon nom, la pleine propriété effective revient au titulaire du titre avec effet immédiat. La table devint silencieuse. Sa mère se leva si vite que sa chaise racla contre le carrelage en marbre. Elle attrapa son enveloppe, feuilleta les pages, puis se tourna brusquement vers son mari. « Que as-tu signé » Il était déjà pâle, la sueur perlant au bord de ses tempes. « Non, non, ce n'était pas. Cette clause n'était pas. »« Si, elle y était, dis-je calmement, repoussant mon assiette intacte. » Page 7, troisième paragraphe en partant du bas. Paraphé par vous deux. Dal retournait sa feuille dans tous les sens comme s'il pouvait y avoir une astuce cachée dans le papier lui-même. Attends, alors tu la possèdes maintenant? La maison, la terre, les actifs de la fiducie? J'ai haussé les épaules. Il ne s'agit pas de possession. Il s'agit d'exécution. Son frère se pencha en avant, les yeux plissés. Tu les as piégés. J'ai soutenu son regard. Personne n'a été piégé. Ils n'ont simplement pas lu. Son père parla enfin de nouveau, la voix basse et tranchante. Tu étais censé être le bénéficiaire nominal, un prête-nom. Tu étais juste là pour que ça n'apparaisse pas dans les livres pendant qu'on gérait le litige. Et c'est ce que j'ai fait, dis-je. À la lettre, pendant 6 mois. Aucun problème. Mais ensuite, elle a publié un selfie et j'ai déposé les papiers. Conformément à votre clause. Sa mère avait l'air de vouloir jeter le verre de vin qu'elle tenait, mais elle était trop bien éduquée pour les vraies scènes. Au lieu de cela, elle a juste murmuré, tu savais depuis le début. Tu attendais. J'étais préparé, ai-je corrigé. La cousine diplômée en communication reprit la parole. Mais la maison, le domaine, c'est une propriété familiale. C'était, dis-je, jusqu'à ce que vous le mettiez tous par écrit. Je me suis levé lentement, calmement, sans jubiler, juste fini. Vous avez ri, dis-je en faisant un signe de tête vers le téléphone, qui vibrait toujours silencieusement sur la table, probablement avec les réactions du groupe de discussion à sa petite cascade de relations publiques de chambre à coucher. Vous avez tous ri. Je me suis tourné vers la porte, ne m'arrêtant que pour jeter un dernier regard en arrière. Riez maintenant. Et je suis sorti par le même hall où il s'était un jour moqué de moi parce que je ne savais pas quelle fourchette utiliser. Passé le même porte-manteau où j'avais un jour accroché un blazer de friperie qui m'avait valu une leçon sur l'apparence, dans la même allée où, il n'y a pas si longtemps, j'étais juste, le personnel avec une place de parking. Maintenant j'étais le propriétaire du domaine du lac sur lequel ils avaient bâti leur héritage. Tout ça parce qu'elle voulait marquer un point en ligne et avait oublié quel document elle avait signé hors ligne. Le premier appel est arrivé à 22h37. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pas que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je voulais juste qu'elle m'assère un peu plus longtemps. Sa voix est sortie comme un grésillement enrobé de mascara. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Je n'ai rien dit. Elle a reniflé, puis a continué, son ton déjà empreint d'une victimisation travaillée. Tu es vindicatif. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Je me suis adossé au fauteuil en cuir du bureau, une jambe croisée sur l'autre, fixant le scotch intact dans ma main. Non, dis-je calmement. C'est ce que j'ai toujours été. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Tu as déposé l'acte. Sérieusement? Tu es allé au comté et quoi? Tu as essayé de voler la maison de ma famille. Tu l'as cédée en signant. Ce n'est pas. Elle s'est interrompue. Cette clause n'était pas réelle. C'était juste des très petits caractères. Tu ne peux pas vraiment. Ta signature est notariée. Silence. Pas un silence dramatique. Pas un silence tremblant et rempli de larmes. Non, c'était le silence de la prise de conscience, du moment où le voyant moteur clignote et où vous acceptez enfin que ce n'est pas juste un bug. Elle s'est éclaircie la gorge, plus doucement maintenant. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as agi. Je n'ai fait que le déposer.
Tu veux marquer un point. D'accord, je comprends. Tu es en colère, mais il y a d'autres moyens. J'ai raccroché. À 23h12, sa mère a appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a juste commencé. Espèce de petit parasite suffisant. Je lui avais dit de ne pas se marier en dessous de sa condition. Je lui avais dit que tu l'entraînerais dans ton monde, mais nous t'avons quand même laissé entrer. Nous t'avons donné une place à table, et c'est comme ça que tu nous remercies. Je l'ai laissé se déchaîner. J'ai laissé l'acide couler. Toute cette rage refoulée qui s'échappait enfin maintenant que l'échiquier était menacé. Tu veux te venger? Très bien, mais tu touches à quelque chose de plus grand qu'une rancune. Cette maison est liée à notre fiducie d'héritage. C'est là que nous organisons des collectes de fonds. C'est là que... Dites à votre avocat, ai-je interrompu, de lire le paragraphe 12. Elle s'est tue. Le paragraphe 12, a-t-elle répété. Oui, la clause sous la structure de repli de la fiducie, celle qui s'active en cas de dissolution du mariage, celle que vous avez signée. Toi, ce n'est pas fini. Nous avons des avocats. Moi aussi, ai-je répondu. Mais les miens ont déjà lu la clause. Les vôtres sont juste en train de parcourir leur boîte de réception. Elle a commencé à dire autre chose. Une menace sifflée, peut-être. Mais j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assis là, fixant la cheminée, le téléphone brillant encore faiblement dans ma main. Pas de message, pas de texto, juste la lente et rampante compréhension qu'aucun d'entre eux n'avait lu ce qu'ils signaient. Aucun d'entre eux n'avait pensé que cela aurait de l'importance, parce que les gens comme elle et toute la famille dont elle venait croient que le papier n'a de pouvoir que lorsqu'il leur est bénéfique. Ils oublient qu'il détient un pouvoir égal dans l'autre sens. Ils confondent les hommes silencieux avec les hommes inoffensifs. Ils oublient que le silence n'est pas la soumission. Parfois, c'est de la planification. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur l'étagère, celle de notre 5e anniversaire au chalet du lac. Elle y est radieuse, les mains sur ma poitrine comme si je lui appartenais. Je me suis levé, me suis approché et j'ai retourné le cadre, face contre le mur. Pas par colère, juste parce que c'était devenu sans pertinence. Le téléphone a de nouveau vibré. Son nom. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ce n'était plus du désespoir. C'était de l'impuissance. Une impuissance réelle, inconnue. Le genre que vous ressentez quand l'avocat que vous avez payé trop cher vous dit qu'il n'y a rien à faire parce que le document est blindé et que votre fille a ri en le signant. Il m'avait utilisé comme un prête-nom. Maintenant, j'étais le verrou, et il m'avait tendu la seule clé. La réunion a eu lieu mercredi matin dans un bureau du centre-ville qui sentait l'eucalyptus et la faillite. Les avocats de son père, 4 d'entre eux, étaient assis autour d'une longue table en verre comme s'ils se préparaient pour un procès, même s'ils connaissaient déjà le verdict. L'associé junior avait à peine l'âge de louer une voiture. L'associé principal avait une mâchoire de sénateur de dessin animé et des yeux qui n'avaient pas cligné depuis l'administration Reagan. Et devant eux se trouvait une épaisse pile de documents avec mon nom imprimé proprement en haut. La porte s'est ouverte et son père est entré en trombe, le visage rouge, la cravate desserrée comme s'il avait déjà essayé d'étrangler quelqu'un avec. Réglez ça, a-t-il aboyé avant même de s'asseoir. Annulez-le. Faites ce que vous avez à faire. L'associé principal a haussé un sourcil. Monsieur Aldé, nous ne sommes pas au tribunal. C'est une transaction immobilière. Une transaction frauduleuse, a-t-il aboyé. L'associé s'est penché en arrière, tapotant la page devant lui avec un ongle poli. Ce n'est pas frauduleux. Il n'y a aucune preuve de coercition, aucun dépôt inapproprié. Le notaire est irréprochable. La séparation a été déposée conformément à la loi de l'État, et la clause est exécutoire. Elle ne savait pas ce qu'elle signait, a-t-il répliqué. Respectueusement, a interjeté l'avocat junior, feuilletant le dossier avec un tic nerveux. La clause était en anglais simple, pas enfouie dans du jargon juridique, pas cachée derrière des sous-entendus ou des annexes de référence. Page 7, 3e paragraphe, en gras et paraphé. Elle pensait que c'était cérémoniel, a crié son père. Elle pensait que c'était une de ces clauses sans importance. Ce n'est pas une défense légale, a dit l'associé principal, la voix plate. Silence pendant un long moment. Personne n'a bougé. Puis l'associé junior a repris la parole, doucement, presque en s'excusant. Techniquement, elle a fait don de sa part sous condition de divorce.
C'est un transfert conditionnel qui a été activé par le dépôt. La tête de son père s'est tournée brusquement vers lui. Elle a quoi? Le jeune a hésité. Je veux dire, c'est légalement formulé comme une réversion d'intérêt bénéficiaire, mais en effet, c'est un don, une renonciation présignée. La propriété appartient maintenant à votre gendre de manière permanente, sauf contestation incroyablement spécifique, qui échouerait presque certainement. Son père se leva lentement, une main sur le dos de la chaise, les jointures pâles. Il a regardé autour de la table comme si quelqu'un avait fait un tour de magie et que tout le monde avait oublié d'applaudir. Nous l'avons utilisé comme un bouclier, a-t-il dit, la voix basse et amère. Nous l'avons utilisé pour cacher l'acte. Cacher le procès. Nous protéger de l'exposition. Il s'est tourné vers l'associé junior, les yeux comme du verre brisé. Il nous a utilisés comme une arme. Personne ne l'a corrigé, parce que c'était vrai. C'est exactement ce que j'ai fait. Je les ai laissés me placer devant l'explosion, puis j'ai recablé le détonateur. Il faisait maintenant les 100 pas, marmonnant. Je lui avais dit d'épouser quelqu'un d'obéissant. Silencieux. Quelqu'un qui connaîtrait sa place. C'est ce qu'elle a fait, dit l'associé principal d'un ton neutre. Il a juste redéfini où se trouvait cette place. Il s'est arrêté, la mâchoire tressaillant. Son frère m'avait déjà envoyé un texto plus tôt ce matin-là. Quelque chose d'inintelligible en majuscules, plein de rage et de fautes d'orthographe. Je n'avais pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ils étaient dans une pièce pleine de diplômes et de contrats de mandat, et rien de tout cela ne pouvait annuler la signature sur le papier. On ne peut pas dévisser une vis dont la tête est foirée. Finalement, l'associé principal a rassemblé les documents en une pile nette. Nous pouvons lancer une contestation, mais la procédure de communication des pièces montrera que tout a été déposé légalement. Pire, les archives publiques renforceront le fait que votre fille a volontairement cédé ses intérêts. Tout ce que cela fera, c'est générer des gros titres. Son père a fixé le dossier. Alors, que pouvons-nous faire? L'avocat lui a lancé le même regard que j'avais vu 1000 fois de la part de plombiers, de mécaniciens et d'informaticiens quand quelqu'un demande s'ils peuvent réparer quelque chose qui a brûlé pendant 3 heures. L'accepter, dit-il. Et peut-être apprendre à lire ce que vous signez. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas en présence de cet homme. De la pitié. Parce qu'un homme qui se pensait intouchable venait d'apprendre ce que l'on ressent quand le papier que l'on croyait être un bouclier s'avère être une épée, et qu'elle est pointée dans l'autre sens. C'était censé être un après-midi tranquille. Le genre de creux de milieu de semaine où rien de dramatique ne se passe et où tout le monde fait semblant que tout va bien. J'étais sur la terrasse arrière du chalet du lac. Mon chalet du lac, maintenant. En train de remplacer l'une des marches pourries par une planche de cèdre que j'avais coupée moi-même. Je n'étais pas pressé. Le temps était beau et le marteau dans ma main était plus réconfortant que n'importe quel avocat ne pourrait jamais l'être. Puis j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier, vite. Avec colère. Je n'ai même pas levé les yeux au début. J'ai juste continué à travailler. Un autre clou. Une autre respiration. Les cris ont commencé avant que le moteur ne s'arrête. Salaud! Son frère, le visage rouge, est sorti en trompe de son Audi comme s'il était en retard pour un duel. Chemise sortie du pantalon, cravate à moitié enroulée comme une corde de pendu ratée. Derrière lui, sa femme est restée dans la voiture, refusant de lever les yeux de son téléphone. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas juste une question d'affaires. Il a traversé la pelouse comme s'il en était encore propriétaire, comme s'il ne venait pas de perdre la dernière carte qu'il restait à sa famille. Cette propriété était censée nous revenir, a-t-il crié, gesticulant sauvagement vers les arbres, le rivage, le chemin de pierre dont il s'était un jour vanté d'avoir conçu le plan. C'était structuré. La fiducie disait. La fiducie, ai-je interrompu, posant lentement le marteau, a été dissoute ce matin. Il a cligné des yeux. Quoi? Vérifiez le registre. À 9h13 ce matin, la clause de réversion caritative a été activée après la reclassification des actifs. Procédure standard. Les signatures de votre famille ont facilité les choses. C'était notre héritage, a-t-il rugi. Tu as épousé la famille, tu n'as pas gravi les échelons. J'ai souri, j'ai repris le marteau. Exactement. J'ai épousé la famille, et vous m'avez tous écrit hors du testament. Alors,
je me suis réintégré par écrit. Ses poings se sont serrés comme s'il voulait frapper, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait, quelque part au fond de son cerveau de diplômé en finance, il comprenait qu'aucun coup de poing au monde ne pouvait annuler une trace écrite. L'héritage qu'ils avaient si méticuleusement structuré et immobilier, droit résiduel, droit minier, tout le fantasme générationnel reposait sur l'hypothèse que j'étais temporaire, que j'étais une décoration, le gendre sympathique et col bleu qui portait du tartan aux réceptions familiales et apportait de la viande fumée aux galas de charité. Mais ils ont lié l'avenir de leur héritage à un document qui supposait que mon silence équivalait à la soumission. Et puis elle l'a signé. Et maintenant, avec l'acte de propriété mis à jour et la chaîne de propriété effective rompue nette par la séparation de corps, toutes les clauses de repli sont revenues par défaut au seul titulaire du titre. Moi. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais il n'y avait plus rien à dire. Tes enfants allaient hériter de cette terre, a-t-il marmonné, presque pour lui-même. C'est encore possible, dis-je. Ils ont juste besoin de remplir un formulaire de bénévolat. Nous organiserons des retraites pour vétérans ici maintenant. J'ai les papiers si ça vous intéresse. Sa mâchoire s'est crispée. Je me suis retourné et j'ai marché vers les marches, sentant le grain du bois sous ma paume. Vraiment solide. Le mien. Tu es mesquin, a-t-il crié derrière moi. Tu agis comme un petit homme avec une rancune. Non, dis-je sans me retourner. J'agis comme un homme qui a lu les petits caractères. Il y eut un silence derrière moi. Juste le vent et peut-être le faible gémissement d'un égo se dégonflant en temps réel. L'héritage n'avait pas simplement disparu. Il avait été absorbé, neutralisé, recablé. Leur héritage, leur nom, leur album de vantardise de week-end à siroter du vin. Tout cela appartenait désormais à l'homme qu'ils appelaient l'arrière-plan. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne pouvaient même pas vendre l'histoire parce que sur le papier, tout avait l'air propre, légal, stratégique. Elle a posté un selfie. J'ai posté une limite. Ils m'ont tendu l'acte de propriété. Je leur ai tendu les conséquences. Jeudi matin, 7h58. Je suis entré dans le bâtiment annexe du comté avec un dossier sous le bras et une tasse de café noir que je n'ai pas bu. Même couloir, même dalles ébréchées, même employé fatigué derrière la même vitre dépolie. Elle a souri en me voyant cette fois. Pas par reconnaissance, juste par familiarité, comme si je faisais maintenant partie des meubles. Je dois déposer un transfert, dis-je en posant les documents sur le comptoir. Elle les a fait glisser vers elle et a jeté un coup d'œil à la page de garde. Transfert de propriété à une fiducie foncière à but non lucratif. J'ai hoché la tête. Elle a parcouru les pages suivantes. Nommé d'après votre grand-père? Oui, dis-je. Il était dans l'armée. Un homme silencieux. Il emmenait les gars blessés de son unité à ce lac après la guerre. Il disait que ça les aidait à dormir. Son expression a changé. Pas de la pitié, pas de l'admiration, juste du respect. Le genre de respect que les gens n'accordent pas souvent dans les bâtiments publics avant 9h du matin. Elle a tamponné les documents. Nous le traiterons aujourd'hui. Vous recevrez une confirmation d'ici quelques heures. J'apprécie. Et c'était tout. Pas de conférence de presse, pas de publication Instagram, juste un changement de réalité permanent et irrévocable, réalisé en moins de 12 minutes. Je suis rentré chez moi et j'ai tapé un seul email, un seul groupe de destinataires, sans fioriture, juste l'objet, avis final. Corps du message, à compter d'aujourd'hui, le domaine du lac a été transféré à la fiducie foncière des Monsieur Talon, une entité à but non lucratif destinée à la conservation publique et aux initiatives de bien-être des vétérans. Tous les droits familiaux antérieurs d'accès, d'utilisation et d'héritage sont nuls. Toute visite nécessite une autorisation écrite du fiduciaire actuel. Veuillez adresser toute correspondance au contact légal de la fiducie enregistrée au dossier. Cordialement, D.E. Monsieur Talon. Fiduciaire, fiducie foncière Talon. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone, débranché le routeur et je suis sorti sur la terrasse. Le soleil commençait déjà sa descente, peignant des traînées d'or et de rose sur la surface du lac. Pas une ride en vue. Le genre de quiétude qui se mérite, qui n'est pas donné. Je me suis appuyé sur la rambarde, regardant les ombres s'allonger sur le quai. Le même quai où elle m'avait un jour embrassé avant les dîners de famille. Avant que l'argent n'entre dans la conversation, avant que j'apprenne que mon silence était leur accessoire préféré, où je pensais que l'appartenance signifiait être invité.
Maintenant, le quai était à moi. La terre était à moi. L'histoire était à moi. Et bientôt, elle serait partagée, non pas avec eux, mais avec des hommes et des femmes qui le méritaient vraiment. Qui savaient ce qu'étaient les cicatrices, qui ne mesuraient pas la valeur en nom de famille ou en club d'anciens élèves, qui avaient plus besoin d'un endroit comme celui-ci que n'importe quelle autre collecte de fonds pour un cocktail. Aucun cri n'est venu. Aucun téléphone n'a sonné. Aucun avocat n'a frappé. C'était fait. La maison était silencieuse. Pas le silence fragile de marcher sur des œufs, mais le silence satisfaisant d'une pièce après le passage d'une tempête. Et rien de ce qui n'avait pas d'importance n'avait survécu. Ils crieraient, bien sûr, déposeraient des plaintes pour faire du bruit, peut-être des menaces de relations publiques, peut-être un autre cousin fulminant sur les réparations et l'héritage familial, mais ils crieraient contre un mur de briques avec un titre de propriété à but non lucratif. Parce que c'était le dépôt final. Il n'y avait aucune clause pour l'annuler, aucune faille pour se faufiler, seulement une signature permanente sous un nom dont il s'était moqué pendant une décennie, maintenant gravé dans un registre public. Elle a posté un sourire suffisant. J'ai posté une fiducie de conservation. Et la seule chose plus forte que son silence maintenant, c'était le mien. Samedi après-midi, 15h11. J'ai entendu le crissement avant de la voir. Pneus sur le gravier. Trop vite, trop tard. Sa voiture, blanche, polie, toujours en leasing, a dérapé pour s'arrêter devant le portail privé du domaine. Le même portail que son père avait insisté pour faire forger sur mesure avec l'écusson familial soudé en plein centre. Je l'avais fait remplacer 2 jours plus tôt. Maintenant, il était simplement écrit « Fiducie talon, accès privé uniquement ». Elle est sortie, toujours habillée comme une agente immobilière essayant de cacher le divorce. Lunettes de soleil surdimensionnées, sac surdimensionné, attitude surdimensionnée. Elle a marché jusqu'au clavier, a tapé l'ancien code. 0 réponse. Elle a réessayé, toujours rien. Puis elle a levé les yeux vers la caméra de sécurité, droit dedans, comme si elle pouvait la forcer à cligner des yeux. 30 secondes plus tard, l'un des nouveaux agents de sécurité est sorti du poste de garde. Calme, ferme, en uniforme. Madame, c'est une propriété privée. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Elle a arraché ses lunettes. Qu'est-ce que vous voulez dire, bordel? J'ai vécu ici. Je connais le propriétaire. Oui, madame, a-t-il répondu. Le propriétaire a émis une restriction d'accès totale. Aucune exception sans autorisation écrite. Je suis sa femme, a-t-elle lancé, à plein volume maintenant. Le garde n'a pas bronché. Plus maintenant, madame. Je suis sorti. Puis elle s'est tournée vers moi, les lèvres s'entr'ouvrant déjà pour la performance qu'elle avait répétée dans la voiture, mais je ne lui ai pas laissé la parole. Je me suis juste approché du portail et je lui ai tendu une seule feuille de papier. Une page, grande police, mot simple, tout droit sorti de l'acte de fiducie. C'est finalisé, dis-je. Tu peux le contester, mais la clause tiendra. Elle a fixé le papier, clignant des yeux avec force. Sa bouche a bougé comme si elle essayait de trouver le bon ton. Diplomate, doux, peut-être un peu plein de regrets, mais aucun ne collait. Finalement, sa voix s'est brisée. C'était censé être à moi. Tu as dit que ce serait toujours à nous. Elle s'est arrêtée. Sa respiration s'est saccadée. Tu ne fais pas ça. Tu n'es pas comme ça. J'ai penché la tête. Je ne l'étais pas, dis-je, jusqu'à ce que je lise ce que tu as écrit sous ce selfie. Elle a de nouveau baissé les yeux sur le papier, sa prise faiblissant. La lumière du soleil a frappé son visage juste comme il faut. Et pour la première fois, je l'ai vue sans son armure. Plus de followers, plus de filtres, juste une femme devant le portail d'une vie qu'elle contrôlait autrefois. Les larmes ont monté. Pas de tristesse. Non, d'incrédulité. Du moment où son histoire a perdu son scénario. Tu as tout gâché, a-t-elle murmuré. Non, dis-je. Tu l'as signé. Elle a levé les yeux, le regard fou. Alors c'est tout? Tu as. J'ai haussé légèrement les épaules. Tu as eu une promotion. Moi aussi. Je me suis retourné, j'ai marché vers la terrasse. La même terrasse où nous avions un jour trinqué à notre 10e anniversaire. La même terrasse où son père m'avait un jour dit, après 2 verres de scotch, tu ne posséderas jamais ça, mais j'apprécie que tu fasses semblant.
J'ai atteint la porte, je l'ai ouverte et je suis entré. Derrière moi, pas de cri, juste une expiration brisée. Le son de quelqu'un qui réalise trop tard que l'échiquier n'était pas vide. Il avait juste moins de pièces évidentes. La porte a cliqué en se fermant, et d'un coup, elle était à l'extérieur, regardant à l'intérieur tout ce qu'elle avait cédé par sa signature. Une page, une signature, et un homme qu'elle n'avait jamais pris la peine de connaître, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard.